Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le résumé du livre qui s'appelle The Personal MBA de Josh Kaufman qui est sorti en 2009. Ce livre raconte en fait l'histoire d'une alternative à l'obtention de MBA. MBA, qu'est-ce que c'est? C'est le Master of Business and Administrative. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est comme un avocat qui est maître en droit. Et bien là, c'est si vous obtenez un MBA, vous êtes maître en business en fait. Vous avez le titre ultime du business. Et en fait, il explique que malgré ce titre, euh, vous n'êtes pas forcément formé à obtenir une entreprise prospère et qui fonctionne. Il explique que on peut très bien réussir sans un MBA en apprenant sur le tas, en faisant des recherches personnelles, en essayant d'acquérir des compétences clés. Et il parle de 5 compétences clés indispensables pour avoir une entreprise qui fonctionne. Le MBA, c'est un titre, hein, c'est un diplôme qu'on obtient, c'est dans de prestigieuses écoles de commerce. Il explique qu'un MBA à lui seul coûte au moins 50 000 dollars. Minimum 50 000 dollars. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 300 000 dollars. Il explique en fait dans ce MBA, quand vous allez à l'école, en fait, vous apprenez un tas de notions. Vous apprenez des notions de politique, vous apprenez des notions en droit, vous apprenez pas mal de choses, en fait, qui vont noyer les 5 leçons clés, les 5 principes clés qui sont indispensables à la réussite d'une entreprise prospère. Il dit que 50 000 à 300 000 dollars, c'est minimum en fait les frais du NBA. Il ne compte pas les frais d'intérêt, il ne compte pas les frais bancaires, il ne compte pas le reste en fait. Il dit que ce sont des dépenses colossales qui ne sont pas indispensables. Et il le dit pas de façon, voilà, c'est pas des paroles en l'air en fait. Il s'est basé sur des études scientifiques de 2 universités célèbres, l'université de Stanford et l'université de Washington, qui pendant, tenez-vous bien, 40 ans, 40 années, ont essayé de comprendre quelle était l'influence de l'obtention d'un MBA sur la réussite ou alors la réalisation d'une entreprise à succès. C'est-à-dire que est-ce que l'obtention d'un MBA permet par la suite de réaliser des entreprises qui sont à succès? Tenez-vous bien, la réponse a été non. C'est-à-dire que vous ayez eu 20 sur 20 à votre MBA ou 10 sur 20 à votre MBA, ça ne change rien. Y compris celui qui a 20 sur 20, y compris celui qui a 10 sur 20, aucun des deux n'est garanti d'avoir une entreprise à succès. Il dit que pour avoir une entreprise à succès, il faut maîtriser des compétences que vous pouvez acquérir vous-même sur le tas en lisant des livres, en vous documentant, voilà, plutôt que de dépenser de mettre autant d'investissements financiers dans un MBA qui en plus ne vous garantit rien. Il faut apprendre par nous-mêmes, par l'expérience. Il faut se lancer. Il n'y a que l'expérience qui peut te permettre d'y arriver. Et la connaissance personnelle. Va chercher des notions clés, les 5 notions clés qu'on va aborder par la suite. Et tu verras que tu auras les 5 notions nécessaires à l'obtention d'une entreprise à succès. Ce livre est en fait un résumé des principes fondamentaux du business. Et il les a acquis comment? Il les a acquis en lisant des tas de livres, en interviewant des centaines de professionnels, et en faisant des travaux de consulting dans des sociétés, dans des diverses sociétés, aussi bien des sociétés, de toutes petites sociétés que de très grosses sociétés. Donc il y est allé, il les a interrogés et il a essayé d'en déduire l'essence principale en fait qui faisait leur succès. Et il en a écrit un livre. Donc il vaut mieux se concentrer sur quelques notions fondamentales qui permettent de faire une entreprise à succès et de générer de l'argent. Parce que pour lui, le vrai business, c'est une entreprise qui génère de l'argent. Très précisément, pour lui, le business est un processus reproductible qui génère de l'argent. Reproductif, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un McDo ici, il va générer de l'argent. Que vous l'ayez en Inde, en Chine, au Pérou, eh bien, ça génère de l'argent. Alors, quels sont ces principes? Le premier des principes, c'est la création de valeur. Donc, il y en a 5. Hein. Donc, premier, création de valeur. Deuxième, la vente. Troisième, le marketing. Quatrième, les finances. Et le 5e, c'est le fait de délivrer de la valeur. Le processus pour délivrer la valeur que vous venez de créer. Qu'est-ce que c'est la création de valeur? La création de valeur, c'est essayer de comprendre ce dont les gens ont besoin et le créer, tout simplement. Le deuxième principe, c'est le marketing. Le marketing, c'est différent de la vente. Il explique que le marketing, c'est trouver
réussir à trouver les gens qui sont suffisamment intéressés par ce qu'on offre. Et enfin, la vente, c'est concrétiser, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé ces personnes qui sont intéressées, c'est les faire acheter. Donc ça, c'est la vente, qui est le troisième des principes. Le quatrième principe, ce sont les finances. C'est-à-dire que pour que c'est le produit de cette vente en fait. C'est-à-dire que l'entreprise doit pouvoir produire de l'argent. C'est-à-dire que si vous dans votre entreprise, vous ne produisez pas de l'argent. Ce n'est pas une vraie entreprise, c'est un système à but non lucratif. Donc, le quatrième des principes, c'est la finance. Il faut que votre entreprise génère de l'argent. Et le cinquième, c'est la délivrance de la valeur, qui est donner au client ce que vous avez créé et s'assurer qu'il est satisfait de ce que vous avez créé, que ce que vous avez créé a de la valeur. Revenons donc sur le premier des principes qui est la création de la valeur.
Il explique qu'il faut quand même aussi apprendre à maîtriser ses coûts. Il y a deux types de coûts, les coûts fixes, c'est-à-dire que vous aurez toujours. Vous prenez une feuille de papier, vous dites quels sont les coûts fixes. Je dois payer mes salariés, je dois payer mes fournisseurs, je dois payer mon électricité, je dois payer mon eau. Et puis les coûts variables, liés à la quantité de produits que tu vends. C'est-à-dire que si tu vends 10 produits, tu n'as pas les mêmes coûts que si tu vends un produit. Si tu dois, par exemple, pour un boulanger, produire 50 pains en période de fête, tu n'as pas les mêmes coûts que si tu dois produire hors fête ou hors week-end. Parce que le week-end, ça se vend plus. Pendant les fêtes, on vend plus. Et en plus, tu ne fabriques pas les mêmes choses pendant les fêtes et pendant les grandes cérémonies qu'en temps normal. Donc, tes coûts seront variables à ce moment. Tu n'achèteras pas le même type de farine, tu produiras pas les mêmes types de gâteaux, etc. Donc, en gros, la finance, c'est avoir une bonne trésorerie pour pouvoir tenir sur la longue, hein, en cas de coup dur, et maximiser ses profits. C'est-à-dire avoir une bonne marge, pouvoir faire rentrer, créer un produit qui te fasse rentrer plus d'argent et qui ne te coûte pas très cher à fabriquer. Enfin, nous parlerons du cinquième principe qui est la distribution de valeur ou les opérations. Pourquoi je dis opération? C'est-à-dire que maintenant, vous avez créé votre produit, vous avez attiré l'attention sur votre produit, vous avez suffisamment, produit un produit, vous avez mis sur place un produit de qualité fiable et qui inspire confiance aux clients, donc vous avez réussi à vendre. Vous avez vendu suffisamment pour que votre entreprise puisse avoir une certaine trésorerie, des certains fonds pour fonctionner. Maintenant, il faut savoir comment délivrer de la valeur. Pour que cette entreprise dure, il faut que votre processus de délivrance de la valeur puisse être un processus fiable. Parce que, bien évidemment, vous pouvez, en janvier, avoir, eu beaucoup de ventes, beaucoup de succès, mais en février, tout s'écroule. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis en place des processus, des processus qui vous permettent de délivrer votre produit de façon à satisfaire vos clients. Donc, comment mettre en place l'ensemble des processus qui permettent de distribuer le produit tout en satisfaisant le client? Donc, traiter les commandes, faire la gestion des stocks, livrer, avoir un support client de qualité. Donc, réaliser toutes ces opérations de façon fiable, parce que sans opération, il n'y a pas d'entreprise. Livrer au client ce qu'on a promis lorsqu'on créait le produit pour lui et lorsqu'il achetait. Distribuer de la valeur, ça veut dire délivrer au client ce qui a été promis, il dirait même, plus que ce qui a été promis. Délivrer un produit de qualité. La qualité, c'est quoi? C'est la performance moins les attentes du client. La qualité, je le répète, c'est la performance moins les attentes du client. Et donc, plus un produit est de qualité, plus sa performance est haute. Et moins les attentes du client sont élevées. Il explique également qu'en plus de en plus de dépasser les attentes du client, il faut également que vous ayez enlevé, effacé toutes les mauvaises surprises qui pourraient intervenir dans la délivrance de cette valeur. Il appelle la notion de prévisibilité de l'offre. Prévisibilité de l'offre, ça veut dire quoi? Ça passe par le choix du produit, par un produit qui a toujours les mêmes caractéristiques. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, le coca aura toujours le même goût. Donc si vous achetez une canette de coca, vous vous attendez toujours à avoir le même goût. Si vous achetez un McDo, vous vous attendez toujours à avoir le même goût.
En plus de cela, il parle de la cohérence. Il faut que vous délivriez tout le temps la même valeur au cours du temps. Si vous entrez dans un McDo, vous n'allez pas voir un stand de steak frites. Vous n'allez pas avoir un stand de saucisses merguez. C'est-à-dire que le McDo fait du McDo partout dans le monde entier. C'est reproductible et c'est toujours les mêmes valeurs. La fiabilité. Il faut toujours que ce soit la même valeur que vous délivriez dans le temps, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit. Un McDo aura toujours le même goût, que ce soit le lundi à midi ou le dimanche à 15 heures. L'auteur poursuit ce livre en donnant des notions pour réussir dans le monde des affaires, par exemple, connaître les fondamentaux. Il aborde également la pratique et l'expérimentation, l'auto-apprentissage, les erreurs courantes à ne pas connaître, le fait de se concentrer sur l'essentiel, s'auto-entourer de bonnes personnes, de partenaires, d'employés, de mentors. Il aborde également d'autres conseils et idées pour réussir globalement, tout comme les erreurs courantes dans les affaires qu'il faut absolument éviter. Les erreurs courantes sont par exemple s'accrocher à des détails et non au principal, s'accrocher à des idées qui ne fonctionnent pas et qui nous permettent et qui nous font perdre de l'argent et du temps. Il préconise également de se concentrer sur la création de valeur et pas que sur le bénéfice financier qu'on peut retirer. Essayez d'abord de vouloir aider les autres plutôt que de penser uniquement à devenir riche. Il faut être flexible et s'adapter vite aux changements pour réussir dans le monde des affaires. Prendre des risques calculés et non des risques démesurés qui nous amèneraient à l'échec. Il aborde également la notion de start-up et d'entreprise et il est contre l'approche de levée de fonds. Il explique que pour avoir plus de liberté, il ne faut pas de fonds, il ne faut pas de capitaux qui viennent de l'extérieur et qui viendraient en fait rogner votre indépendance. Puisque si vous faites intervenir des financements extérieurs, c'est en contrepartie d'un pourcentage de votre société. Selon lui, il faut plutôt essayer de s'autofinancer et ne pas lever de fonds. Il considère que la levée de fonds, c'est pour les personnes qui sont très, très ambitieuses, qui veulent créer quelque chose qui va en fait chambouler le monde entier et, et que cette levée de fonds est faite pour des personnes qui n'ont pas cette obsession de liberté. L'autre notion qu'il aborde, c'est le fait de ne pas devenir la banque des gens. Il faut payer le plus tard possible, qu'ils font payer le plus tard possible les produits. Donc il faut vendre ces services le plus tôt possible et essayer de prendre l'argent des gens avant de vendre le service ou de délivrer le produit que l'on a créé. Parce que sinon, on devient un peu comme un banquier et on stocke la dette des gens. C'est-à-dire qu'on délivre la valeur, on délivre le produit, mais on n'est jamais payé. Ou alors on n'est pas payé en temps et en heure. Et souvenez-vous de ce décalage de trésorerie qui peut faire vraiment couler les entreprises les plus rentables. Il aborde également des notions telles que l'utilisation de sa journée de façon efficace et en écoutant son corps. Il faut se fixer des limites, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la théorie du mono-idéalisme. C'est quoi? C'est une seule chose à la fois. Donc, il faut se fixer la limite de ne pas faire 10 000 choses à la fois, mais de se concentrer sur une tâche à la fois. Parce que notre cerveau fonctionne plus efficacement en monotâche. Et de plus, à chaque fois qu'on passe d'une tâche à une autre, ça nous demande un surplus d'énergie qu'il appelle le coût de la transition cognitive. La cognition, c'est quoi? C'est le fait de penser. Et cela entraîne de la fatigue. Le fait d'être en double tâche, triple, voire multitâche, donc provoque vraiment de la fatigue, tout comme le fait d'être systématiquement interrompu par les gens, par son téléphone, par les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment se mettre dans un environnement calme et aller à une tâche à la fois. Il ne faut pas non plus oublier les fluctuations de son énergie.
Car en fait, il explique qu'on n'a pas l'énergie, elle n'est pas répartie de la même façon dans une journée. On est plus productif le matin qu'à midi. Donc, il conseille de travailler plus le matin et de faire des pauses à midi. Il appelle ça les cycles énergétiques, qui durent à peu près 90 minutes. Et dans ce cycle énergétique, l'énergie diminue et augmente encore une fois. C'est-à-dire que dans ce cycle, pendant 1 heure et demie, notre énergie, elle est soit à son pic, soit au plus bas, soit à son pic, soit au plus bas. Donc quand elle est à son pic, il faut en profiter pour avancer le plus possible dans notre travail. Par exemple, il préconise, si on se lève à 9 heures, on est peut-être au pic de son énergie, et puis à 11 heures, on va diminuer un petit peu, et puis à midi, ben, on va remonter, ou alors c'est l'inverse, à 9 heures, on est au plus bas, à 10 heures, ça remonte, et puis à midi, ça redescend, et alors à ce moment-là, c'est le moment de faire sa pause. Il faut également apprendre à se mettre des deadlines, c'est-à-dire des limites de temps, parce que si on fait des choses en se disant je dois produire ce travail demain à midi, eh ben, on n'a pas la même impériosité que si on se dit bah, j'ai tout un mois pour le faire. Donc on avance beaucoup plus vite quand on se met des deadlines et quand on fait savoir connaître ces deadlines aux gens. C'est-à-dire que oh, je suis désolée, je ne peux pas venir au resto parce que j'ai un rapport à rendre avant demain midi. Donc les gens sont avertis et ils respectent en fait, ils ne nous dérangent pas, ils respectent justement ces deadlines affichés et voilà, on est de ce fait beaucoup plus productif. Il préconise également de continuer à se former, de continuer à utiliser des connaissances, de continuer à apprendre de nouvelles théories, à faire des recherches personnelles qui sont nécessaires directement ou indirectement au développement de notre entreprise. C'est un investissement qu'on fait sur soi-même pour se former et ça c'est très important parce que ça permet de prendre des décisions judicieuses. C'est-à-dire que si on est formé, par exemple, si on monte une entreprise et qu'on est formé au marketing, à la gestion, à la vente, eh bien, les personnes, une fois qu'on voudra, par exemple, automatiser ces tâches-là, si on a été formé, eh ben, ces personnes-là ne pourront pas nous raconter n'importe quoi, parce qu'en fait, on a déjà été formé à cela. Donc, quelque part, ce sont des connaissances qu'on engrange qui, in fine, nous serviront forcément à un moment ou à un autre dans le processus de création ou de, ou de développement de notre entreprise. Il aborde aussi des notions telles que le fait de trop communiquer, l'abus de communication, l'excès de réunion. Ça pousse un peu à la procrastination, c'est-à-dire qu'on parle, on fait des réunions, on fait des tas de réunions et finalement, quelque part, on n'agit pas. Il aborde également l'esprit humain dans sa globalité, c'est-à-dire que la psychologie humaine en rapport avec les affaires, comment la cognition, les émotions affectent les décisions, affectent les clients et les employés. En gros, il essaie de faire comprendre comment est-ce qu'on peut travailler en équipe sans être le méchant du film.